94% des plaintes pour viol classées sans suite, et c'est le chiffre du ministère de l'Intérieur, c'est pas une estimation d'une asso féministe, qui sont pourtant bien sérieuses. Tu dis, toutes mes sources du côté des victimes ont un profil privilégié. Est-ce que tu peux nous en dire plus de ça ? Merci de m'interroger là-dessus. Salut à tous, c'est Julia Layani, bienvenue dans Conversation avant la fin du monde. Le concept de ce podcast est toujours aussi simple, c'est la fin du monde et je vais vous partager mes conversations avec ceux qui font le monde de demain. Cette semaine, je reçois Alizée Vincent, qui est journaliste et qui vient de publier une enquête sur les liens qui se créent entre les femmes victimes d'un même agresseur. Elle appelle ça les sœurs de plainte. D'ailleurs, c'est le nom de son livre, Sœurs de plainte, et ça vient de sortir aux éditions Stock. J'ai vraiment adoré ce livre. Je trouve qu'il a un regard complètement différent et assez nouveau sur les VSS, donc les violences sexistes et sexuelles. En gros, Alizée analyse la nature des relations entre ces femmes, parfois ces hommes, qui ont pour point commun d'avoir été la victime d'un même criminel ou d'un même délinquant sexuel. Que vous soyez sur n'importe quelle plateforme de podcast ou sur YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la cloche, comme ça vous allez être alerté des prochains épisodes qui vont sortir. Alizée Vincent et les sœurs de plainte, c'est parti. Alizée, comment ça va ? Ça va super, je suis trop contente d'être avec toi. Arrête. Je suis hyper contente de te recevoir. Alizée Vincent, pour ton essai, je dirais, c'est un essai, c'est une enquête qui s'appelle Sœurs de plainte. Ouais. Donc, une enquête intime sur les liens entre co-victimes. Je vous montre sur YouTube la couverture qui est assez stylée, je trouve. J'aime beaucoup le dégradé de violet, qui va vers un peu le rouge. Assorti à mon pantalon. C'est ça. Là-dessus, remarque. Le violet, c'est un peu les couleurs des violences sexistes et sexuelles. Donc, assez stylé, bravo. Merci. Donc, je te reçois effectivement pour parler de ce livre qui vient de sortir. Je suis trop contente. Je te laisse te présenter. Eh ben, je m'appelle Alizée Vincent. Je suis journaliste, ça c'est très important, même si c'est un livre qui est présenté comme une enquête intime. C'est d'abord une enquête, c'est important pour moi de le dire. Ouais, grave. Je suis rédactrice en chef adjointe d'Arrêt sur Image depuis hier. C'est tout à ton honneur. Et voilà, j'ai longtemps travaillé sur les violences sexuelles. Ok. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? J'ai un chat. Ouais. Je l'aime. Ok. Ça s'appelle comment ? Lapin. Lapin pour un chat, c'est très fort. Totalement. Excellent. Ok. Donc, voilà, donc ton ouvrage, c'est une enquête. J'aime bien le titre du livre, déjà, Les Sœurs de plainte. C'est un moyen vraiment poétique, je trouve, de parler des liens entre co-victimes qui ont le même agresseur. Tu le définis comme tel. L'objectif de ce livre est de raconter les liens entre les femmes qui ont parlé. Ce n'est ni simplement de l'amitié, ni de la collaboration judiciaire, ni de la lutte militante, c'est plus. Et c'est ça que j'adore dans cette enquête et dans ce livre, c'est que tu établis les faits, mais tu parles de ce qui se passe en plus, quoi. Il s'agit d'un espace entre victimes ou victimes présumées. On parle des liens qui les unissent. Voilà. C'est une enquête que tu as menée pendant un certain nombre d'années, mais en parallèle avec ton histoire personnelle. Donc c'est ça qui est aussi incroyable dans ce livre, c'est que tu mènes ton enquête et en parallèle, tu vis aussi ta propre histoire. Et tu vas nous parler justement de ta propre sœur de plainte qui s'appelle Clara. Tout à fait. Dans le livre, ou peut-être qui s'appelle vraiment Clara. Elle s'appelle vraiment Clara. Donc c'est une enquête qui est menée en parallèle de ton histoire personnelle, donc c'est d'autant plus intime, je dirais. Est-ce que tu peux nous raconter vraiment la genèse du projet, comment tu te lances dans cette enquête et ce qui te pousse à le faire ? Alors c'était il y a 2 ans et demi. À ce moment-là, je suis journaliste chez Cosette, donc magazine féministe qui n'existe plus. Je suis journaliste chez Cosette et je me pose une question. Je me rends compte que quand il y a toutes les affaires qui nous arrivent, PPDA, Depardieu, etc. À l'époque, c'était vraiment PPDA. Aujourd'hui, il y a Judith Godrèche, l'abbé Pierre. On entend le nombre de plaintes ou de témoignages. On entend un chiffre. On entend un nom d'un homme connu. Et c'est tout ce qu'on a. Enfin, on a un petit peu les faits, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et moi, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que derrière cette relation de sœur de plainte, il y avait des dilemmes d'ordre féministe, moi que je qualifierais comme ça, qui n'avaient jamais été explorés et pour lesquels on ne trouvait aucune réponse nulle part, dans aucun livre. Du style, tu vois, quand tu es dans une démarche, toi, de déposer plainte contre un agresseur, si tu as une co-victime, ton intérêt, bien sûr, c'est qu'elle s'exprime aussi, qu'elle parle, soit qu'elle témoigne, soit qu'elle dépose plainte. Sauf que parfois, on n'a pas le même tempo. C'est pas le moment pour elle, ou alors elle a pas envie de se reconfronter à quelque chose qui lui fasse penser à l'agresseur. Et en fait, quand tu es dans la position de déposer plainte, tu peux être dans ce dilemme de
j'ai besoin d'elle, mais en même temps, je veux pas la forcer, jusqu'où, voilà, etc. Puis comment faire pour pas être accusée aussi, rétrospectivement, tu vois, de s'être liée avant pour dénoncer un homme, parce que c'est une accusation qu'on fait souvent, et notamment aux victimes des puissants. Et donc voilà, c'est la genèse. À partir de ces dilemmes-là, je me suis dit, il y a quelque chose à creuser. Donc j'ai appelé certaines des victimes de PPDA, d'autres victimes, sœurs de plainte d'autres affaires, connues ou pas, et Ouais, voilà. ok. Mais en parallèle, évidemment, il y a cette Mm, histoire personnelle. c'est ça. Ça arrive avant, pendant, ça arrive quand en fait la Oui. rencontre avec ta sœur de plainte? Ça arrive avant, ça arrive plusieurs années avant, Ouais, juste avant le confinement. ok. Juste avant le confinement, je reçois un message de cette Clara que j'avais Hmm. croisée au fil de mes études. Je savais qu'on avait croisé le même homme et je m'étais toujours inquiétée pour elle. Elle l'avait croisé après moi. Et elle m'a écrit du coup des années après pour me dire écoute, voilà Alizée ce qui m'est arrivé, je sais pas si tu as envie d'en savoir plus, on peut s'arrêter là, mais sache que voilà, il m'a violée et je me demandais si toi aussi, parce que il y a des choses pas nettes que j'ai comprises, etc. Elle me demandait si je voulais en parler. Et donc je lui ai répondu. Dans un premier temps, ce que je raconte dans le livre, Ouais. euh, j'étais méfiante. J'avais très très peur qu'on m'accuse d'instrumentaliser voilà, son témoignage, ou qu'elle cherche du soutien en moi que je puisse pas lui accorder parce que j'étais pas vraiment prête. Et puis en fait, ce lien a évolué et un jour, des années après, j'ai décidé de porter plainte. Ça a vraiment été une décision personnelle. Et là, j'ai repris contact avec elle et j'ai été moi-même tourmentée par tous ces dilemmes que j'explore. Ok. Et ça, c'est à peu près au moment où j'ai écrit l'enquête Ouais, Cosette. c'est C'est à ce ça. moment-là où ça m'a habité. Ce que j'aimerais dire, Ouais, bien sûr, vas-y. c'est que non seulement il y a Clara, ma sœur de plainte, mais que toutes mes sources dans ce livre, il y en a beaucoup. J'ai une soixantaine de sources dans ce livre Hmm. et des dizaines d'histoires différentes. Enfin, ont vraiment fait résonner le sujet beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Je prête particulièrement attention Mm. à ce que tu viens de dire, au moment où tu viens de dire. Au début, j'étais méfiante. Mm. Quand elle est venue, quand elle m'a envoyé un message et qu'elle a essayé de prendre contact avec moi, j'ai été méfiante parce que effectivement, on peut ne pas avoir le même tempo. Et justement, je vais lire un passage de ton livre que j'ai vraiment adoré. C'est toutes les questions qu'on se pose dans notre tête quand on est confronté à une situation comme ça, quand on est soit la personne qui veut prendre contact avec une autre sœur de plainte, ou alors la personne qui est contactée. Mais en tout cas, tu dis, plusieurs questions te viennent en tête. Faut-il se coordonner pour déposer plainte ensemble, au risque d'être accusé de planifier un coup monté contre le mis en cause? Faut-il faire son petit bonhomme de chemin seul, sans consulter sa co-victime, et ne lui apprendre qu'on a déposé plainte qu'après coup, pour être lavé de tout soupçon d'influence sur elle? Est-ce qu'on se tire aussi une balle dans le pied? Enfin, tu te poses en fait toutes ces questions qui sont ultra intéressantes. Est-ce que, enfin, à quel moment tu prends un peu confiance avec elle? C'est-à-dire, c'est au fur et à mesure des liens qui se tissent entre vous? C'est progressif, en tout cas moi me concernant. Pour toutes mes sources, ça se passe de mille et une façons, pour Mm. y revenir après, raconter des petites histoires de frères et sœurs de plainte. Mais moi, je pense que en fait, elle a accepté de témoigner dans le cadre de ma plainte et de me fournir des documents. Et en fait, Mm. elle était très proactive. Même si elle n'a pas décidé dans un premier temps de porter plainte, elle m'a envoyé plein de documents, des échanges écrits avec le mis en cause, etc. Et là, je me suis dit, waouh, enfin, elle est vraiment derrière moi, elle Ouais. m'encourageait, etc. Je trouve qu'on a négocié une bonne distance au début. À partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, voilà, je pense on se soutient toutes les deux à la bonne distance. Puis une fois que j'ai déposé plainte, là, j'avais plus peur d'être accusée. Ça y est, c'était fait, j'avais livré mon récit aux autorités. Et, euh, et là, bah voilà, je me suis plus posé de questions. Ok. Parce que tu portes plainte en 2022, C'est ça, si mes ouais. souvenirs sont bons. Elle porte plainte beaucoup plus tard. Elle porte plainte quand je suis classée sans suite. C'est ça. On va en parler d'ailleurs. Quand je suis classée sans Ouais, c'est suite, ça. ça la révolte tellement, Mm. puisque j'ai fourni à la police un dossier de 107 pages avec des attestations de témoins, avec des attestations médicales, avec des échanges écrits avec le mis en cause, même dans lequel Ouais, ouais. il reconnaît qu'il n'y avait pas eu consentement, des lettres de Clara, etc. Et j'ai quand même été classée sans suite Mm. au bout d'un an à peu près. Et Clara me dit quelques jours plus tard, je raconte dans le livre, qu'elle a pris sa décision, elle veut déposer plainte. Mm.
Voilà. Ouais, Ça a été carrément. son déclic. Elle a eu un déclic. Enfin, non pas qu'il faille en avoir. Je veux pas que tout le monde pense qu'il y a une obligation à déposer plainte, mais Mmh. elle, ça s'est passé comme ça. Carrément. Mm. Et c'est une question que je voulais te poser un peu à la fin, mais là on en parle, donc Mm. c'est l'occasion. Tu ressens quoi quand tu reçois cette décision de justice d'être classée sans suite? Ça fait quoi d'être classée sans suite? Alors, dans le livre, j'explique que ça me tient à cœur de dire que je suis classée sans Ouais. suite. J'ai vu notamment une psy du commissariat de police qui m'a corrigée en me disant: Ah non, vous n'êtes pas classée sans suite, votre dossier est classé sans suite. Mm. Évidemment, c'est vrai, mais pour moi, je tiens à faire l'erreur volontairement pour signifier ce que ça représente dans la vie des victimes dont en fait on classe l'histoire sans suite. Vraiment, ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc moi, sur le coup, à la fois, j'étais pas étonnée, parce que je connais les chiffres. 94% des plaintes pour viol classées sans suite, et c'est le chiffre du ministère de l'Intérieur, c'est Ouais. pas une estimation d'une asso féministe, qui sont pourtant bien sérieuses, elles aussi. Mais c'est un chiffre dur, Ouais, bien quoi. sûr. J'étais pas surprise, mais je crois que ça m'a frappée un peu à retardement. C'est quelques mois après, je me suis rendu compte que j'étais abattue. Et je me demandais pourquoi, Ouais. et finalement je pense que c'est lié à ça, mais c'est pas venu, tu vois, tout de suite en ouvrant la lettre. Tu racontes d'ailleurs que on t'envoie une lettre quand t'es classée sans suite, alors qu'avant on ne le faisait pas. Mhm. Avant, tu ne recevais pas de réponse et Ouais. tu captais que t'étais classée sans suite, Et en quoi. plus, c'est pas qu'avant. Enfin, c'est-à-dire que moi, on m'a envoyé une lettre parce que je pense que j'avais le numéro de téléphone un des policiers chargés de l'instruction Ah ouais, qui m'avait appelé, et d'accord. que je le relançais. Il m'avait dit: vous pouvez me contacter en cas de besoin, etc. Et moi, je le relançais: où ça en est, non, 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 qu'est-ce qui Mm. se passe? Et je pense que lui a fait un peu bouger les choses de son côté. Mais aujourd'hui, en France, il y a encore des tas de personnes, de plaignantes, qui ne reçoivent pas la lettre, qui sont classées sans suite, et qui, Ouais, pendant des mois, années, voire toujours, n'en sont pas informées. Pourtant, en théorie, ils sont censés envoyer la lettre, mais c'est très relou. plus que relou, Ouais, c'est ouais. choquant, je Non, mais trouve. enfin, je veux dire, ça Mais doit changer, quoi. Enfin, ah bah qu'est-ce qu'ils foutent? complètement. Enfin, moi-même, je raconte qu'ils ont mis plusieurs mois à me l'envoyer. Enfin, donc c'est pour ça que je peux rien affirmer, mais je soupçonne que c'est vraiment une relance du policier qui a Mm. permis de m'envoyer la lettre, puisqu'elle est datée de vraiment il y a très longtemps. Enfin, il y a 2 mois, je crois, avant que je la reçoive. Ouais, ouais, Mm. ok. Et pour revenir au cœur du sujet sœur de plainte, Mm. je sais qu'il est complètement multiple, mais comment tu qualifierais le lien qui se crée entre les co-victimes, entre les sœurs de plainte? C'est dur, j'aimerais trouver un mot comme ça, mais par définition, c'est pour moi ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est que c'est un nouveau type de relation qui a toujours existé, voilà, comme tout type de relation, mais c'est un phénomène Ouais. de société, j'ai envie de dire, parce qu'on voit apparaître ces histoires avec des co-victimes multiples, et en fait, le fait que les victimes se lient, Mm. femmes ou hommes, je pense que c'est assez nouveau à cette ampleur, et ça crée, comme on l'a dit en intro, comme tu m'as lancé dessus, des questions vraiment spécifiques qu'on se pose pas forcément avec des amis, avec sa famille, avec des collègues. C'est vraiment un nouveau type. Donc pour moi, j'explore ça. Ça peut être à la fois magnifique. Je raconte que j'ai des groupes de co-victimes. Je pense au groupe de IC et Loctudi, qui sont des groupes de personnes, je dirais de 60-70 ans, qui se sont retrouvées après des années, après avoir été violées par leur instituteur quand ils étaient enfants, et qui sont allés, là, grâce à leur dynamique collective incroyable, qui sont allés jusqu'à être reçus par le pape Waouh! au Vatican, dans ses appartements privés, je crois, en tout cas pas dans une salle de réunion officielle, grâce, voilà, au fait qu'ils ont trouvé la force ensemble de se battre pour eux. Parfois, ce que je trouve beau dans cette relation, c'est que souvent, on est plus motivé à se battre pour l'autre que pour soi-même. Et ça, c'est un grand Ouais, mystère carrément. qui revient dans énormément de témoignages. Mhm. Donc il y a ça, il y a cette beauté, et en même temps, c'est un lien tellement total, tellement immédiat, comme une vraie sœur. Enfin, on Mm. choisit pas d'être sœur, d'avoir un lien euh, de sang. Ouais. Là, on choisit pas d'avoir un lien de co-victime. Euh, et du coup, il peut y avoir d'autant plus des incompréhensions, des étincelles, j'ai envie de Ouais. dire. Et puis, on a envie, on a besoin de l'autre pour s'en sortir quelque part. Mais dans les cas où on se comprend pas, on n'a pas le même tempo, on n'a pas la même manière de vivre les choses, ça peut mener du coup à se sentir trahi,
à vraiment des conflits aussi d'une intensité Ouais, bien sûr. importante. Tu commences le livre justement en parlant de ce qui s'est passé autour de l'affaire PPDA et de comment Mm. elle a été médiatisée et des erreurs journalistiques qu'il y a pu y avoir. À savoir, il y a un auteur qui a écrit le livre noir Mhm. de Romain PPDA, Verret, oui, oui. exactement, et qui, par maladresse peut-être, a dévoilé dans son livre et dans son enquête des témoignages Mhm. de Ouais. procès-verbaux Mm. et donc d'identité de sœurs de plainte qui voulaient rester anonymes. Absolument. Et donc à la veille de la sortie de ce livre, il y a des sœurs de plainte qui s'en rendent compte et qui veulent stopper la sortie du livre parce qu'elles ne veulent pas être médiatiquement dévoilées, quoi. C'est ça, absolument. Ouais. Ouais. Oui, effectivement, c'est une scène qui se déroule au tribunal judiciaire de Paris. C'était mon premier jour à Arrêt sur Image en tant que journaliste. Et c'est drôle, je raconte dans le livre que je tentais de m'éloigner un peu du sujet des sœurs de plainte que j'avais traité à Cosette parce que ça m'avait vraiment bouleversée. Et en fait, premier jour à Arrêt sur Image, je me retrouve à traiter une affaire de sœurs de plainte au tribunal. Effectivement, l'une des plaignantes, victime de viol, qui a accusé PPDA, dans un livre de ce journaliste qui avait également fait le complément d'enquête sur PPDA. Son prénom est associé à une très longue citation dans laquelle elle décrit des faits très difficiles. Et ça, évidemment, je comprends que ça puisse être vécu hyper violemment. Sans son accord, sa famille, ses amis, ses collègues, ses enfants pourraient savoir précisément des faits très crus qu'on ne pense délivrer qu'à la police. Quand on dépose plainte, c'est des mots très très crus. Et effectivement, il y a eu une audience pour déterminer si le livre allait sortir ou non, et il est sorti. Et il est sorti. En revanche, dans la réimpression du livre, le journaliste s'est engagé et sa maison d'édition se sont engagés à retirer le nom. Voilà. Ok. Ouais, d'accord. Et autour d'elle, Ouais, elle a pu bénéficier, elle a pu bénéficier du soutien d'une partie de ses sœurs de plainte. Comme c'est un grand groupe, on peut pas dire qu'elles sont 100% soudées, mais en tout cas, une partie d'entre elles est très très soudée. Comme dans tout groupe humain, il y en a plus ou moins proches. Hein. Et voilà, j'ai cette image forte de femmes qui, par des coups de fil, des groupes WhatsApp où elles s'encouragent, etc., sont vraiment fédérées. Et tu dis, t'as dit tout à l'heure que effectivement ce phénomène de sœurs de plainte il prend énormément d'ampleur en ce moment évidemment et depuis MeToo, et c'est un peu aussi on est aussi poussé je pense par les affaires médiatiques aussi de se motiver, de parler, et en fait je me suis posé une question en lisant ton livre, c'est en fait il y a les enquêtes judiciaires et les enquêtes journalistiques, et comment en fait ces enquêtes s'entremêlent et servent les victimes, quoi. Tu vois ? Vaste question, parce que souvent, ce qui vient avec cette question, c'est celle du tribunal médiatique, qui est une accusation qu'on fait beaucoup aux journalistes qui traitent des affaires de violences sexuelles, de révéler des faits qui devraient être d'abord révélés à la justice pour entacher la réputation de mise en cause, etc., et faire le procès avant le procès, en gros. Moi, je le vois pas comme ça du tout. Je trouve que journalistiquement, c'est extrêmement important de traiter les faits de violence sexuelle, et que les affaires de sœurs de plainte et de co-victimes ou de frères de plainte montrent vraiment le caractère systémique. Enfin, bon, pardon, c'est un mot galvaudé, mais c'est vrai, c'est ça. Enfin, tu vois, c'est omniprésent. Et grâce à ces affaires avec de multiples témoignages, vraiment, ça illustre ça. Et surtout quand c'est des puissants. Parce que sinon, des affaires d'anonymes, bien sûr, ça fait pas la une de la presse, sauf quand c'est un multirécidiviste lugubre, etc. En revanche, je pense que ça doit pas être un but des journalistes de peser sur l'issue judiciaire. Pour moi, ce serait être un ou une mauvaise journaliste. En revanche, il se peut que ça ait cet aboutissement-là. C'est-à-dire que, c'est ce que disait notamment Élise Lucet, la journaliste de Cash, je me rappelle sur ses réseaux sociaux, elle expliquait qu'à la suite d'un des épisodes, je sais plus lequel, c'est peut-être Gérard Miller, je sais plus, d'un des épisodes de Cash sur une affaire de violence sexuelle, en fait, il y avait plusieurs femmes qui s'étaient manifestées auprès de la justice. Donc finalement,
le journalisme sûr, ne nuit pas à la justice, mais elle le nourrit quelque part. Ouais. Et ensuite, la justice fait son travail. Mais pour moi, les deux sont pas du tout antinomiques. Ouais, complètement. Ce que j'ai aimé dans le livre aussi, c'est l'annexe qui est à la fin. Parce qu'en fait, je trouve que c'est vrai, on connaît forcément pas toutes les affaires médiatiques de violences sexuelles et sexistes par cœur. Donc on peut se mélanger les pinceaux, etc. Et dans ton livre, il y a une annexe assez longue d'ailleurs et très fournie sur un peu un récap en détail de toutes les affaires médiatiques et on sait où on en est. Par exemple, PPDA. Enfin, en fait, le truc, c'est ça, en fait, parce que je veux dire, toutes les affaires doivent être traitées évidemment avec le même sérieux, mais ne se valent pas dans l'échelle des comment dirais-je, De leur retentissement. Voilà, c'est ça. ou de C'est l'ampleur, que PPDA, par exemple, c'est 120 femmes qui témoignent, 24 plaintes déposées, dont 12 pour viol. Il y a 120 femmes qui témoignent contre lui. Enfin, Alors, c'est... 120, c'est un chiffre qui vient de l'association MeToo Média. Ouais. C'est un chiffre qui compile des témoignages et dans la presse et judiciaire. Mais donc, c'est un chiffre qui est contesté, ou contestable. Voilà, c'est une estimation. Moi, en tout cas, je trouve qu'il est très important de le citer et de reconnaître le travail de cette association. Dont j'ai fait partie, mais dont je fais plus partie actuellement, je le précise, par déontologie. En revanche, devant la police, c'est ça, c'est 24 plaintes, au moins 24 plaintes, dont 12 pour viol, parce qu'en fait, peut-être que hier, quelqu'un d'autre a déposé plainte, tu vois, peut-être que hier, 6 heures de plainte se sont motivées pour déposer plainte. Enfin, avec ce genre d'affaires médiatiques, c'est vraiment un déclic pour beaucoup de victimes également, de se dire, voilà, je suis pas seule, et donc j'ai peut-être aussi une chance d'être plus entendue, et aussi j'ai peut-être envie de me battre pour quelqu'un d'autre que pour moi-même, pour celles qui sont pas prescrites, parce que ça c'est un des gros points dans l'affaire PPDA, c'est qu'il y a énormément de plaintes qui sont prescrites, donc qui de toute façon ne pourront pas mener à une condamnation en première instance, je veux dire avant que des victimes se portent éventuellement partie civile. Mais donc, il y a quand même des femmes et des victimes qui font ce geste, même si elles savent qu'elles vont être prescrites, d'y aller pour les autres aussi. Ouais. Et ça, je trouve ça très beau. Mais ça, tu vois, je suis hyper d'accord avec toi. Il y a une génération plus avancée qui va souvent dire pourquoi elle témoigne alors qu'il y a prescription. Alors que justement, tu dis l'inverse, parce que tu en as rencontré, je pense, des femmes qui témoignent alors qu'il y a prescription. Oui. C'est justement pour... même sans donner du poids à l'affaire judiciaire, simplement pour motiver les autres et même faire entendre leur voix, même s'il y a prescription, en fait. Oui. Et même, je dirais même au-delà de... Enfin, t'as raison. Et au-delà de motiver les autres, c'est même éventuellement pour servir à d'autres. Enfin, quand son mise en cause n'est pas condamné, il est dans la nature, il fait ce qu'il veut. Si demain, il récidive, il y a plus de chances pour l'éventuelle victime, si elle entame une démarche judiciaire, qu'elle soit entendue. Si on a une autre qui a lancé l'alerte avant, même si cette alerte n'aboutit pas. Grave. Donc pour moi, c'est très important. Mais t'as raison de souligner ça, et c'est un des paradoxes importants que j'explore dans le livre. C'est que la relation de sœur de plainte, sur le plan judiciaire ou médiatique, elle peut être bénéfique, elle peut crédibiliser la parole de chacune. En revanche, elle peut aussi exposer à l'accusation, comme on a dit un peu en intro, l'accusation de fomenter un coup, de se lier les unes les autres pour nuire, par déception amoureuse, etc. J'ai des avocats et avocates qui m'ont dit ça, qu'il y avait ce spectre-là. Et ça, c'est une accusation qui peut se retourner contre les victimes et qui peut être aussi très dure à vivre. Donc, c'est pas si simple, c'est pas béni oui et tout est beau, tout est joli, le lien de sœurs de plainte. Il y a des choses complexes. T'en as rencontré, toi, des sœurs de plainte qui, effectivement, ont été soumises à ce genre d'accusation de potentiellement fomenter une fausse accusation en groupe pour donner plus de poids plus de poids à une fausse accusation. C'est une ligne de défense qui a été utilisée dans plusieurs dossiers médiatiques. Je les cite dans le livre. Il y a notamment même tout le temps, ça doit tout le temps être utilisé, non? Tout le temps, je sais pas, mais fréquemment. Oui. Mais je pense en premier au témoignage de Patrick Poivre d'Arvor dans Quotidien. Je sais plus comment il formule les choses, faudrait regarder dans le livre précisément, mais quelque part il sous-entend que l'une des victimes ferait ça pour être reconnue. Voilà, qu'il se souvenait plus vraiment de l'avoir croisée et que ce serait par recherche de célébrité ou autre, et que elle se serait peut-être alliée avec d'autres femmes pour ça, quoi. Ce qui est abusé. Ok, ouais.
C'est nimp. Il y a un thème que tu abordes dans le livre et que je voudrais trop aborder avec toi. Tu dis que la majorité des personnes qui ont participé à l'enquête sont des personnes qui sont assez... Enfin, comment dirais-je? Attends, c'est quoi? Je l'ai bien noté là, je vais bien le dire. Voilà. C'est... tout simplement, tu dis toutes mes sources du côté des victimes ont un profil privilégié. Est-ce que tu peux nous en dire plus de ça? Merci de m'interroger là-dessus. Ouais, grave. À un moment dans mon... Non mais ouais. Non mais merci. À un moment dans mon enquête, je me rends compte que la plupart des victimes qui me parlent, dans la grande majorité, sont des femmes plutôt aisées, blanches, qui ont un métier, qui ont réussi à rebondir à un moment dans la vie. Voilà. Et il y en a beaucoup, comme je suis partie aussi de l'affaire PPDA, qui sont journalistes, dans le milieu un peu lettré. Tu dis même, si je peux te citer, bien sûr, tu dis presque toutes ont accès à une forme d'élitisme intellectuel. Toutes et tous ont la peau blanche, à une ou deux exceptions près. La majorité vit dans des grandes villes, sinon à la campagne. Pour le dire concrètement, personne parmi les volontaires qui ont répondu à mes appels à témoignages ou à qui j'ai pu parler via des associations ne vit dans des quartiers défavorisés et n'a subi l'expérience du racisme. Ce qui rend très compliqué la quête des sœurs de plainte. Tu parles notamment d'une femme qui est SDF que tu n'as pas pu joindre forcément, et une autre femme qui s'appelle Sira, qui est franco-sénégalaise, musulmane, qui s'est fait abuser pendant toute son adolescence par un ami de la famille, et lorsqu'elle en parle à sa mère, la mère tout de suite a voulu faire taire l'histoire par pudeur religieuse, etc. Et parce que sa fille, du coup, n'allait pas être vierge avant le mariage, tout ça. Absolument. Ouais. Alors, quand j'ai fait face à ce constat, qui était pour moi un problème que je voulais résoudre absolument dans ce livre, le constat de ne pas avoir de profils variés, j'ai fait la démarche d'écrire à des dizaines d'assauts, des assos implantés dans des quartiers populaires, d'assos féministes, à travers toute la France, ou d'assos de défense, par exemple, des réfugiés. Puisque je sais aussi que sur le chemin de la migration, les passeurs, etc., ou quand il y a des réfugiés qui arrivent en étant passés par la Libye, il y a souvent énormément d'expériences de viol, donc il y a forcément des frères et sœurs de plainte auxquels on ne pense pas, mais ils existent. Donc voilà, j'ai fait la démarche d'essayer de chercher des témoignages qui venaient de là, des quartiers populaires, ou d'autres expériences qui pourraient mener à des frères et sœurs de plainte, à des situations de co-victimes. Et j'ai pas eu beaucoup de réponses, mais Sira est venue vers moi. Effectivement, je suis allée la rencontrer, elle m'a énormément touchée. Elle a pas mal de co-victimes qu'elle a pu identifier sur les réseaux sociaux ou, comme j'explique, d'après ce qu'elle me raconte, par un hasard magnifique, je vous laisse découvrir, mais dans le RER, un hasard vraiment incroyable. C'est un peu n'importe. On y croit ou pas, mais en tout cas, ça veut dire quelque chose qu'elle veuille le raconter, que ce soit vrai ou faux. Et en fait, ce qu'elle me racontait, c'est que voilà, quand on vient d'un milieu qui n'est pas favorisé, un milieu précaire, les difficultés économiques peuvent ajouter une chape de plomb qui empêche de chercher ses sœurs de plainte. Concrètement, quand elle était ado et violée par cet ami de la famille, en fait, cet ami de la famille, il aidait la famille de Sira, qui était en difficulté financière, qui vivait en HLM, avec des petits revenus, une famille nombreuse. Et Sira, elle dit que, comment dire, c'est pas uniquement ça qui a fait qu'elle a pas parlé à l'époque, mais ça l'a un peu inhibée de se dire, si cet ami n'est plus autour de nous, si je l'éloigne, mon témoignage amène à ce qu'il ne veuille plus aider ma famille, peut-être qu'on sera dans la pauvreté. Je résume peut-être en mes mots ce qu'elle m'a dit, mais ça montre à quel point, voilà, on peut être contrainte à ne pas parler, et donc dans l'incapacité de trouver ses sœurs de plainte. Il y a aussi la chape de plomb religieuse qui ne s'exerce pas du tout que pour la religion musulmane, comme Sira m'en parle dans le livre, mais moi je pensais aussi aux communautés catholiques, dans lesquelles le viol conjugal est un tabou, etc. Et bon, en tout cas, il y a ces chapes de plomb-là qui sont importantes, effectivement. Mais il y a surtout le thème de la communauté et du communautarisme, je trouve, dans
que communauté que ce soit. Et franchement, là, quand j'y pense, il y en a 10 qui me viennent en tête, limite des communautés. Mais il y a un truc de... J'ai pas envie non plus de dénoncer un agresseur de ma communauté pour pas tirer vers le bas ma communauté aussi et faire de la mauvaise pub auprès de ma religion, ma communauté. Ouais. C'est tout à fait ça. Et c'était important pour Syrah aussi que je précise que même si elle est musulmane, elle le dit, elle est voilée, et que son agresseur aussi l'est, et le revendique très fort, c'était très important pour elle que je précise, ce que j'ai fait, que ça n'avait aucun rapport avec la religion. Enfin, pour moi, c'est une évidence, mais il est très important de le rappeler. Et je pense que cette crainte-là... ça a un rapport avec la religion, mais pas avec telle ou telle religion. Ça a un rapport avec... Oui, toutes pour les moi, religions. C'est plus la tradition, je dirais même. Complètement, ça, c'est des débats millénaires. Ouais. Mais oui, les traditions de manière générale et le conservatisme ça. Aussi de manière générale. Enfin, ça, c'est une interprétation personnelle. Mais qui fait qu'il y a des tabous, on parle pas du corps, on parle pas... des relations sexuelles, on parle pas du statut de victime, quand on est un homme non plus. C'est pour ça que dans l'église catholique, les frères de plainte, j'ai un chapitre réservé aux frères de plainte, ont aussi du mal à se lier, parce qu'il y a ce poids-là de l'homophobie présente dans l'institution. D'ailleurs, je voulais t'interroger sur les frères de plainte, donc tu me devances, mais je vais le faire pour formuler la question, on va dire. Tu as tout un chapitre justement qui parle des frères de plainte, donc les hommes victimes de violences sexuelles, du coup, de violences sexuelles. Et ils ont aussi leur spécificité tout à fait entre hommes, et notamment cette peur, effectivement, de l'homophobie de fait, quoi, de relations entre hommes. C'est chaud, enfin. Ouais, c'est ça. J'ai plusieurs exemples. Je pense notamment au témoignage de Richard, qui m'a beaucoup touchée, qui a été agressé sexuellement par un instituteur quand il était enfant en internat. Et il avait 3 frères de plainte minimum à l'époque, avec qui il a pu se lier dès lors. Quand ils étaient enfants, je raconte cette image que j'ai de 4 petits garçons qui vont se plaindre au directeur de l'école que leur professeur d'informatique les agresse. Et donc là, on peut s'imaginer que le dénouement est heureux, puisque le professeur est écarté dès le lendemain, etc. Mais pas du tout. Parce qu'en fait, ces petits garçons, ensuite, à la cantine, tout le monde se moque d'eux. Bah oui. Parce que, c'est les 4, je cite, PD. Bah oui. Bien sûr. 4 PD qui sont fragiles. Et donc, c'est ce qui, à la limite, était le plus terrible. Je veux pas mal raconter l'histoire de Richard, mais... Ça a été vraiment une souffrance pour lui terrible, et je dirais même quasi équivalente au trauma des agressions qu'il a subies. Et du coup, ça empêche totalement ses frères de plainte de se lier, parce que il me disait, on n'avait plus que le regard, on pouvait pas parler entre nous, se rassurer, etc. Sinon, les autres nous soupçonnaient de parler de ça, ou peut-être même d'être homosexuel, voilà. Et donc, du coup, c'est des petits garçons qui n'ont pas pu se lier et qui juste s'adressaient des regards à distance de soutien. Ça, c'est une histoire qui m'a bouleversée. Mais je pense que c'est méga fréquent, en fait. Je pense que c'est méga fréquent. Ouais. Je pense aussi que c'est ce qui peut faire peur à certains hommes de témoigner devant des policiers hommes, de peur d'être jugés. On sait que l'institution policière n'est pas la plus progressive. Bah ouais, bien sûr. Il y a une autre de mes sources qui s'appelle Bastien, qui, alors c'est pas pour cette raison-là, mais il m'a dit qu'il voulait absolument qu'il y ait une femme policière lors de sa plainte. Mais je trouve que pour moi, ça, automatiquement, je l'avais interprété comme ça, parce que je trouve que, à mon avis, je suis sûre qu'il y a des hommes qui ont été face à cette situation, qui n'ont pas osé déposer plainte devant la police parce qu'ils avaient peur de tomber sur l'archétype du policier qui va pas vous prendre au sérieux et se dire c'est quoi cette tafiole. Enfin, je caricature, évidemment, tous les policiers ne sont pas comme ça, évidemment, heureusement. La mienne, d'ailleurs, celle qui avait pris ma plainte, était super. Mais voilà. T'en parles beaucoup aussi, ouais. Tu dis, justement, tu parles du traitement, évidemment, judiciaire de ces affaires-là. Alors, il est évident que il y a encore énormément de travail à faire sur ce qu'on appelle la double peine, hein, forcément. Donc, recevoir une violence et devoir aller témoigner et recevoir de la violence au commissariat face à la police, etc. Mais tu dis quand même qu'il y a eu pas mal d'évolutions quand même, et que toi, t'es tombée en tout cas sur
sur des gens bien, quoi. Bah, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je travaille à Cosette, je suis entourée d'un entre-soi très féministe, donc j'avais des bons repères pour avancer et préparer cette plainte. Et donc, j'ai pu me servir d'un outil récent qui s'appelle le chat du gouvernement, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Mais en gros, on peut prendre rendez-vous avec une officière de police judiciaire spécialisée dans la prise de plainte ou de main courante relative à des affaires d'agression sexuelle ou de viol. Donc je savais d'avance que la personne qui allait prendre ma plainte serait pas la caricature qu'on imagine que j'ai citée tout à l'heure. Et tu sais qu'il y a un classement des commissariats de genre par étoile. Je ne savais pas. C'est l'avocate Michel Dayan qui m'a dit ça, qui a fait aussi le podcast, qui est spécialisée en divorce et en violence d'ailleurs sexuelle, et qui me dit qu'il y a un classement un peu des commissariats à Paris, par exemple, avec le meilleur accueil, entre guillemets, et le pire accueil, tu vois, genre c'est un peu... C'est intense, ouais, carrément. Là, il y a un peu un espèce de post-mouvement à MeToo, de personnalités journalistiques, etc., qui prennent la parole et qui parlent des dérives de MeToo, tu vois. Comment tu vis ça ? Bah, pas bien. Ouais. Pas bien. Moi, j'ai envie de répondre plusieurs choses. Je vois de qui tu parles. J'ai envie de répondre plusieurs choses à ça. Qui est déjà que j'ai conscience, et je pense qu'un certain nombre de mes sources et de femmes et de victimes ont conscience que le faux témoignage est puni par la loi. Donc en fait, les dérives de MeToo, je trouve que c'est assez dangereux et peut-être même hypocrite comme appellation, parce que quand on fait un faux témoignage, c'est passible de 100 000 € d'amende en matière de viol et de peine de prison. Donc c'est énorme, quoi. Je vois pas comment des victimes pourraient encourir ce risque, dans l'espoir de gagner quoi que ce soit en dénonçant quelqu'un. C'est un premier point. Un deuxième point, c'est que mais bien sûr, mais qui imagine que mon livre, ma démarche, ou des femmes féministes ou des victimes se réjouissent des extrêmement rares cas dans lesquels il y a une condamnation injuste. Mais qui imagine qu'on se réjouit ? Moi, je me réjouis pas des condamnations injustes, des faux témoignages, mais le problème, c'est qu'il y en a vraiment extrêmement peu, d'après toutes les études de sociologie, d'après le juge Édouard Durand, qui a énormément travaillé sur les violences intrafamiliales faites aux enfants. Moins de 2% des témoignages des enfants, des enfants sont erronés. D'autant que les enfants, par définition, c'est des enfants, et comme on le sait depuis l'affaire Doutreau, on les accuse beaucoup d'affabuler, de mélanger, etc. Ils ont moins de quelque part de rationalité que les adultes, et pourtant, c'est que 2%. Donc, voilà, moi, j'aimerais chez les adultes, c'est combien je crois que tu dis le chiffre. En fait, le chiffre, il y a des débats sur ce chiffre-là, mais les estimations hautes, très hautes, vraiment, quand on a envie de faire un gros trait en y allant contre les victimes, c'est 10%. Il y a des chiffres moyens qui tournent autour de 5% et d'autres autour de 2%. Ouais, donc, voilà. Ok. Ouais. Donc au max 10%, quoi, d'après des tas d'études à l'international. Voilà ce que j'ai envie de répondre quand on parle de dérive de MeToo. Qui pourrait penser qu'on se réjouit des très rares cas, mais pourquoi on s'intéresse pas au reste, en fait, pas assez à ces autres récits. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas. Ouais. Ok, bravo, tu l'as très bien fait. Et un peu pour conclure, parce que je sais que tu dois y aller, c'est quoi quelle a été ta rencontre la plus touchante de sœurs de plainte, tu dirais ? Eh ben, écoute, évidemment, moi, quand tu me dis ça, je me dis, on s'attend à ce que je dise ma sœur de plainte, mais pour moi, elle est préalable au projet. Moi, ce qui m'a vraiment bouleversée, c'est mes sources. Et d'ailleurs, ça me tient à cœur de le dire, dans ce livre, j'interroge aussi ma position de journaliste. C'est-à-dire que le journalisme, en théorie, veut qu'on ait une distance avec ses sources. Moi, je pense que quand on traite de ces sujets-là, c'est un peu impossible. D'autant que moi, je me raconte dedans, donc forcément, ça résonne, etc. Mais il y a certaines de mes sources qui m'ont bouleversée. Je pense à Jean-Pierre, je pense à Raymonde, je pense à celle qui s'appelle Maude, mais c'est un pseudo. Je pense à Aude, je pense à Marie-Laure. Ça me donne des frissons, rien que d'en parler. Je pense à Ghislaine.
Ouais, je te jure, ça va me donner envie de pleurer. Ghislaine, c'est une de mes sources qui fait partie du groupe d'Isté et de l'Octudie, le groupe de soixantenaires dont je parlais en Bretagne et en Loire-Atlantique. Demain, c'est le pot de lancement de mon livre. Elle traverse toute la France avec son mari, elle paye une nuit d'hôtel juste pour être là au pot de mon livre. Wow. Je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, tu sais que je serais peut-être pas très dispo. Elle m'a dit, c'est pas grave, je veux être là symboliquement, être avec toi, on est ensemble, quoi. Et moi, ils m'ont réparé aussi quelque part. Et ça interroge journalistiquement, parce qu'en théorie, on peut se dire que est-ce que c'est un biais? Est-ce que c'est un biais? C'est une question que je pose dans le livre. En tout cas, j'apporte les réponses que... Moi, j'essaie d'apporter cette réponse par mon honnêteté, justement, dans ce lien-là. Mais ouais, je suis bouleversée. Maud, une de mes sources, elle m'a invitée à son mariage cet été, l'été prochain. Mais c'est énorme. Ouais, en fait, vous devenez potes, quoi. Enfin, on devient potes, en fait. Quelques-unes. On a un lien, ouais. Ouais, il y a un lien particulier qui se crée. Et Maud, d'ailleurs, me dit que pour elle, je suis une de ses sœurs de plainte. Elle élargit un peu la définition de sœur de plainte. Il y a certaines de mes sources, dont Clémentine Autain, la députée, qui le fait, qui me parle de sa sœur de plainte, qui en fait, pour elle, c'est Lola Lafont, l'écrivaine féministe. Parce qu'elles se sont rencontrées lors d'un groupe de parole, elles partagent pas le même agresseur du tout. Clémentine Autain a des co-victimes qu'elle a croisées lors de son procès, mais pour elle c'est pas le plus important. Celle qui l'a vraiment aidée à se reconstruire, c'est quelqu'un d'autre, Lola Lafont, qu'elle a rencontré lors de ce groupe de parole féministe. Donc voilà, c'est aussi peut-être un peu l'ambassadrice des sœurs de plainte, on dira. Je sais pas, comme je dis, alors dernier petit avant-goût du livre, il y a tout un chapitre sur les marraines, c'est-à-dire les femmes qui ont un peu pas permis de me mettre en lien d'autres femmes, mais qui ont eu ce premier rôle. Et je reviens sur l'origine des sœurs de plainte, qui est l'affaire Denis Baupin en France. Ensuite, on a eu l'affaire DSK, mais on n'a pas du tout fait le lien entre les deux co-victimes à cette époque. Et voilà, et donc je donne la parole à Sandrine Rousseau, une des premières à avoir parlé, etc. Et c'est elle un peu les ambassadrices, mais ça me flatterait d'être... Et Tristan Banon aussi. Tristan Banon, bah ouais, tout à fait. Carrément. Tout à fait, je parle de l'affaire. Ouais, tout à fait. En tout cas, j'ai adoré ce livre. Je vous invite tous à l'acheter, à le lire, parce qu'il est très important. Et ça donne un peu plus aussi d'amour, je trouve, autour de ce sujet et de respect. Et c'est vrai que c'est un prisme qui est assez original, qui n'a pas encore été vraiment traité, je trouve, le lien entre les co-victimes. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, donc merci beaucoup pour ça. Merci à toi, ça me touche ce que tu dis, parce que quand on entend un livre sur les violences sexuelles, on se dit « Ah, ça va être dur et tout ». Et moi, il y a beaucoup de réconfort, je trouve, dans la relation de sœur de plainte, pas systématiquement, mais j'ai tenté de le retranscrire. J'espère que voilà, ça peut se ressentir à la lecture et que ce soit une lecture doudou plutôt qu'une lecture difficile. Ouais, carrément. C'est un peu une lecture doudou, j'avoue, parce que tu parles un peu aussi de ta vie, de ce qui se passe, de comment t'es habillée, comment tu vis le moment, etc. Donc c'est vraiment sympa. Ouais, ok. Merci. Voilà. Merci beaucoup à toi d'avoir participé à ce podcast. Et tu reviens quand tu veux pour tes prochains livres et tes prochains projets. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir lu. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté mon podcast Conversation avant la fin du monde. C'était Julia Layani. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à faire plusieurs choses. La première, mettez 5 étoiles. La deuxième, taguez le podcast en story. Bon, ça, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais en vrai, ça peut grave m'aider. Enfin bon, t'as compris. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous utilisez. Et si c'est Spotify, mettez un commentaire. Ou tout simplement, vous m'envoyez un DM sur Instagram, sur le compte Conversation avant la fin du monde ou Julia Layani, pour me faire vos petits retours parce qu'ils sont hyper précieux pour moi. Et surtout, merci à vous tous. Je vous promets de faire de mon mieux pour sortir un épisode toutes les semaines. Bisous love.